C'était un moment tellement excitant. On était si heureux. Black, white, Hispanic, Asian, we are and always will be the United States of America. On avait besoin d'un président noir. Il fallait qu'on ait un président noir. All things are possible. Il y avait tellement d'excitation autour de l'élection de Barack Obama. C'était le 4 novembre 2008, sur la pelouse de Grand Park à Chicago. L'Amérique tout entière regardait Obama. Premier discours du président sauveur devant ses fans. L'espoir et surtout la rupture après les années Bush. Retour sur Grand Park, 2 ans plus tard, que reste-t-il de cette ferveur? Chicago, c'est là que le phénomène Obama est né. 2e place financière des États-Unis, 3e ville du pays, métropole de près de 9 millions d'habitants qui votent majoritairement démocrate depuis 1992. En 2008, à Chicago comme dans le reste du pays, une vague d'inscriptions de la communauté noire avait précédé l'élection de celui qui deviendra le premier président afro-américain. Une forte participation des minorités, comme dans ce quartier où le jeune Barack officiait comme travailleur social à l'âge de 23 ans. Southside, c'est le quartier noir de la ville, une ville où sévit l'une des plus fortes ségrégations du pays. Ici, c'est la ceinture noire de Chicago. Il y a d'autres groupes ethniques, mais c'est majoritairement afro-américain. Depuis le siècle dernier, c'est ici que la plupart des Noirs ont été forcés de s'installer et de faire grandir leur famille. Comme Barack Obama il y a 26 ans, John Paul Jones est l'un des médiateurs sociaux du quartier. C'est dans le Southside, après 3 années passées sur le terrain, que l'homme politique Obama est né. Et même si le président garde une certaine popularité, les habitants du Southside peinent à voir du changement dans leur quotidien depuis son élection. Obama est encore un citoyen adoré de notre région du Southside. Il a été actif ici comme travailleur social à Roseland. Les gens le savent et ils l'adorent. Il est adoré, mais en même temps, pour lui et son gouvernement, aujourd'hui, le vrai défi, c'est de faire des choses qui ont un impact direct sur la vie des gens du quartier. Dans le Southside plus qu'ailleurs, le vote afro-américain penchait largement pour Obama en 2008. Mais 2 ans après l'élection, John Paul Jones constate un réel désenchantement au sein des communautés noires. Bien, on a un président noir. Ok, il est là. Et il s'est comporté comme un président blanc. Il n'y a aucune différence. On ne ressent aucune différence aujourd'hui. On ne s'attendait pas à ça. Maintenant, j'ai compris que la couleur n'avait pas d'importance. Ce qui compte, c'est que le président fasse le boulot qu'il était supposé faire. Ce qui s'est passé avec Obama, dans certains cas, il a suivi la même politique que Bush. Donc je ne vais pas revoter pour ça. Un vote basé sur la couleur, ce n'est pas la couleur qui compte, c'est ce qu'il y a dans le cœur. La communauté noire s'est fait avoir encore une fois. La première fois, c'était l'histoire d'amour qu'elle a eue avec Bill Clinton. C'est pas la couleur qui compte. Fermeture des usines, surendettement, les États-Unis sont aujourd'hui confrontés à la situation économique la plus précaire qu'ils aient connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Madame Soya Hayek, elle, avait milité pour Obama en 2008. 2 ans après, elle nous fait part de sa déception. Avec ce qui se passe aujourd'hui, la situation n'a jamais été aussi mauvaise. On est en colère, on n'a pas d'argent, pas de travail. Beaucoup de gens qui n'avaient pas de travail ont dû partir, quitter leur maison. Tout le monde est en colère, on fait ce qu'on peut pour survivre. Tout le monde ici a voulu un président noir. Maintenant, on en a un, mais bon, c'est pas vraiment de sa faute. L'économie n'allait déjà pas bien quand il est arrivé. C'était déjà bien le bazar. Dans le quartier du Southside, 41% des jeunes entre 16 et 30 ans n'ont pas travaillé les 5 dernières années. Quant aux saisies immobilières, elles ont également augmenté de 4% ces derniers mois à Chicago, obligeant même certains à quitter l'État de l'Illinois. Beaucoup ici reprochent au gouvernement actuel de les avoir laissés tomber après l'élection. Généralement, quand les gens du Southside perdent leur maison, ils n'ont plus beaucoup d'endroits où aller. On a remarqué que les jeunes générations, les jeunes familles quittaient Chicago
et partaient encore plus au sud. Certains ont même été obligés de quitter l'État. On a perdu beaucoup de personnes, vraiment beaucoup. Il aurait été possible d'éviter cela si seulement ils avaient reçu une aide de la région ou du gouvernement. Un taux de chômage de 10,1% place la ville de Chicago au-dessus du niveau national de 9,6%. Rien que le mois passé, 95 000 emplois ont été détruits aux États-Unis. Avec la communauté afro-américaine, la classe moyenne, elle aussi, est en colère. Buzz médiatique, il y a quelques semaines en prime time sur une chaîne plutôt acquise à Obama. Velma Hart, qui a voté pour lui, exprime toute la détresse de la classe moyenne américaine. Le président en face est désarçonné. Je suis une mère de famille, je suis une femme mariée, une ancienne combattante, et je fais partie de la classe moyenne américaine. Et pour parler franchement, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de vous défendre, de défendre votre administration, de défendre les changements que j'attendais de vous quand j'ai voté. Et je suis vraiment déçue par la situation dans laquelle on se trouve. On m'avait dit quand j'ai voté que j'allais voter pour un homme qui allait changer les choses de façon significative pour la classe moyenne. J'en fais partie, et j'attends, monsieur. J'attends. Je ne m'attendais pas à de grandes mesures, mais au moins à quelques petites mesures efficaces. Pas facile pour Obama de se justifier face à l'impatience de ses concitoyens. And everything that we've been doing, the challenge right now is that I'm thinking about the next generation, and there are a lot of folks out there who are thinking about the next election. Le lendemain, la colère et l'amertume de Velma Hart mobiliseront l'attention de tous les médias américains. Le New York Post en fera même sa une, trahi. Avec près de 15 millions de chômeurs, l'Amérique découvre pour la première fois le chômage de longue durée. En moyenne, depuis plus de 30 ans, un Américain mettait rarement plus de 3 mois pour retrouver du travail. Il en met plus du double aujourd'hui. Catherine Mui, elle, est au chômage depuis 3 semaines. Diplômée de 2 grandes universités, à la recherche d'un nouveau boulot, elle se dit prête aujourd'hui à accepter un emploi au salaire minimum. J'ai posé ma candidature pour ce poste de vendeuse, mais je n'ai pas 5 ans d'expérience en caisse. Ils n'ont pas été intéressés par mon profil. J'ai des diplômes universitaires, mais pas 5 ans d'expérience en vente. Jusqu'il y a peu rédactrice dans une agence de publicité, Catherine vit aujourd'hui sur ses économies. Il y a 15 jours, elle a vendu sa maison et loue un appartement dans le même quartier avec son fils de 20 ans, étudiant qui lui aussi cherche un emploi pour aider sa mère. En 2008, ils avaient tous les deux voté Obama. Obama est président. On a pleuré quand il a gagné. On était comme tout le monde. On pensait que les choses allaient changer, qu'il allait changer le monde. On était effrayés par Palin. Oui, on avait tellement peur que les autres gagnent. C'était terrifiant. On ne le rend pas responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Il a hérité d'une situation très mauvaise. Mais personne n'avait imaginé que ça lui prendrait autant de temps pour faire avancer les choses. Personne ne pouvait l'imaginer. Catherine nous conduit dans le quartier où elle habitait il y a encore quelques mois. Oak Park, quartier aisé où l'actuelle secrétaire d'État Hillary Clinton a même habité pendant plusieurs années. Ça, c'est mon ancienne maison. Sur la route, elle croise son ancienne voisine. Michelle, elle aussi diplômée d'université, vient de passer plus d'1 an avant de retrouver du travail. Un job de vendeuse dans un magasin de vêtements. Tu travailles toujours à Old Navy? Oui, je suis toujours à Old Navy, ça fait 5 mois maintenant. Vraiment? Et tu aimes? Tu sais quoi, ça fait du bien de sortir un peu de la maison, de faire partie d'une équipe. Mais est-ce que je vais y travailler là 1 an? Je sais pas vraiment. Tu cherches autre chose? Oui, je cherche en permanence. Catherine, elle, peut vivre encore 1 année avec ses économies. Après, elle improvisera. Aujourd'hui, la situation est vraiment confuse. Un jour, vous lisez en première page que la classe moyenne se meurt. Le lendemain, un autre titre. L'économie s'améliore. Et le surlendemain, personne ne peut trouver du travail. Tous ces gros titres qui se contredisent. Vous avez des amis qui vivent dans des maisons de 3 millions de dollars, qui achètent des voitures neuves tous les ans, et d'autres qui ont perdu leur job.
qui ont perdu leurs emplois très bien payés, alors qu'ils avaient des diplômes universitaires, et aujourd'hui, ils gagnent le salaire minimum comme vendeurs. Comme Catherine, beaucoup d'Américains sont déstabilisés par cette récession d'une ampleur et d'une durée inhabituelle. Dans cette histoire, pour le journaliste au Chicago Tribune Eric Ferkenoff, c'est l'American Way of Life lui-même qui est en jeu. On n'a pas l'habitude qu'une crise de l'immobilier dure aussi longtemps. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur maison. Beaucoup de maisons ont été saisies. On n'est pas habitué à ce qu'une récession dure aussi longtemps. Nous sommes dans un pays où les gens viennent pour rêver et prospérer dans le bonheur. On n'est pas habitué à ce que nos guerres durent si longtemps et soient si sales. On n'a rien eu de si sale depuis le Vietnam. Cela crée un fort sentiment de mécontentement. Tout cela réuni crée un mélange politiquement dangereux et une situation qui aurait été regrettable pour n'importe quel homme politique, quel qu'il soit, et donc, a priori, pour le président des États-Unis. Son élection a créé tellement d'excitation, et quand vous créez autant d'excitation aux États-Unis, spécialement en politique, on attend beaucoup, beaucoup de vous, et tout de suite. Profitons de cette situation de désarroi de la population américaine. Certains, comme Glenn Beck, figure du mouvement ultra-droite des Tea Party, assènent des formules et des solutions simplistes, populistes, au relent souvent raciste. Est-ce que c'est la fin du rêve américain? Glenn Beck, présentateur vedette de Fox News, idole du mouvement Tea Party, avec Sarah Palin, il surfe sur la crise économique et la fin du rêve Obama. Si vous voulez faire partie des Tea Party, venez ici, signez le formulaire. Et c'est le Tea Party qui ira chez vous. Mais en réaction à l'élection du président démocrate, le mouvement Tea Party reproche aux républicains d'être trop modérés et prône le retour à ce qu'ils considèrent être les vraies valeurs américaines. Les Tea Party, c'est aussi une Amérique plus blanche que blanche, xénophobe, islamophobe. Pour eux, Obama est le diable communiste. Qui est le leader des États-Unis? On répond toujours Barack Obama ou George W. Bush. Réponse fausse. Le leader, c'est le peuple. Nous sommes le peuple. C'est eux qui doivent nous suivre. Le problème ne vient pas seulement des démocrates ni de Barack Obama. Cela fait longtemps qu'il y a un problème. Nous devons changer de direction. Nous devons restaurer notre honneur, nos principes, nos valeurs et notre esprit d'entreprise. En perte de vitesse sur tout le territoire US, Obama peut-il perdre aussi sa majorité au Congrès? Réponse dans 7 jours. Novembre arrive.